Dans un environnement où la crise économique ravage tout sur son passage et donne des rendements négatifs sur beaucoup d'investissements, l'immobilier demeure une option avantageuse pour tous ceux qui cherchent à investir leur argent. L'immobilier est l'investissement le plus sûr et le plus rentable depuis des milliers d'années. Et c'est parmi les rares investissements qui ne requièrent pas que vous ayez forcément des centaines de milliers d'euros sur votre compte. Si vous êtes intelligent, avec 10 000 euros, vous pouvez commencer à bâtir tout un empire. Et aujourd'hui, plus que jamais, il devient plus intéressant parce qu'en temps de crise, la plupart des autres investissements sont soit risqués, soit pas intéressants. Et c'est pour ça que même de gros fonds d'investissement comme BlackRock se mettent à acheter des biens immobiliers pour premièrement, placer leur argent dans un lieu sûr et deuxièmement, en tirer des rendements conséquents. Et comme tout investissement, si vous rentrez sans l'éducation qu'il faut, vous risquez de faire des mauvais placements, d'acheter un bien qui n'est pas rentable, sachant que l'immobilier n'est pas liquide et donc différent de tous les autres investissements. Si vous avez acheté des bitcoins pour 21 000 euros et que 10 jours après, vous avez besoin de liquider vos bitcoins, vous pouvez le faire sans aucun problème. Mais si vous achetez un bien immobilier, vous allez devoir le garder pour longtemps. Ce qui veut dire qu'il faut bien se renseigner avant. Et ce qui fait que l'éducation dans ce domaine est beaucoup plus importante. Beaucoup de gens sont devenus millionnaires en achetant une maison, un appartement ou tout un immeuble pour les louer. Ce jeune que vous voyez ici rouler en Ferrari a commencé avec les économies de 10 000 euros qu'il a faites depuis longtemps. Ce sont les pièces de 1 euro dans la tirelire, le livret A, etc. Aujourd'hui, il est rentier avec un patrimoine très important qui lui génère 15 000 euros tous les mois. Il n'y a rien de plus important dans un investissement immobilier que les loyers que vous percevez tous les mois. La première chose la plus importante dans cet investissement, c'est l'argent que génère le bien tous les mois. Autrement dit, le cash flow. Avant toute autre chose, les millionnaires s'assurent que chaque mois, la propriété qu'ils sont sur le point d'acheter produit de l'argent, de liquidités supplémentaires. Et pour ça, ils vont prendre le revenu et soustraire toutes les dépenses mensuelles. Et l'argent qui reste après le calcul est leur cash flow. Tous les millionnaires comme lui n'achètent jamais un bien s'ils ne génèrent pas de bénéfices tous les mois. Ils ne font aucune erreur dans le calcul des dépenses. En fait, ils ont une règle principale ici. Et cette règle, c'est prendre en compte toutes les dépenses dans les calculs. Mais avoir des bénéfices tous les mois n'est pas tout ce qu'il y a dans l'immobilier. À chaque fois que les millionnaires achètent un bien immobilier, ils s'assurent que la propriété s'apprécie dans le temps. Les gens se mettent à acheter des choses comme des voitures qui perdent leur valeur dans le temps. Et c'est une erreur fatale que beaucoup de gens commettent quand ils commencent à générer un peu d'argent. Ils se payent une Mercedes pour 40 000 alors que cet argent devrait servir à acheter quelque chose comme l'immobilier. Et un bien immobilier ne prend de la valeur que sur une longue période de temps. Il y a des gens très chanceux ou très stratèges qui peuvent acheter à très bas une propriété pour la revendre une semaine après avec une énorme plus-value. Mais cette démarche est fortement déconseillée par tous les grands investisseurs immobiliers. Même Robert Kiyosaki dit que c'est une erreur de débutant qu'il faut à tout prix éviter. Tous les millionnaires comme lui croient que tant que la propriété génère des bénéfices tous les mois, vous pouvez la garder aussi longtemps que possible, en attendant qu'elle prenne massivement de la valeur. Et le point intéressant ici, c'est qu'au fil du temps, la propriété rembourse elle-même le prêt que vous avez contracté pour l'acheter. Que vous ayez 7 500 euros ou 25 000 euros d'économie, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez dans la limite de ce que vous pouvez avoir auprès d'une banque. Un prêt à effet de levier consiste à emprunter de l'argent pour financer en partie un investissement immobilier. Cela permet aux investisseurs de maximiser les rendements potentiels en investissant un montant minimum de leurs fonds propres. Par exemple, si un investisseur achète une propriété pour 100 000 euros avec un apport de 20 000 euros, un prêt à effet de levier peut être utilisé pour financer l'achat de 80 000 euros. Une augmentation de 10% du prix d'une propriété signifie qu'un investisseur peut obtenir un rendement de 10% sur son investissement, même s'il n'a investi que 20 000 euros. Ce qui veut dire que pour commencer dans l'immobilier, personne n'a besoin d'avoir un tas d'argent. Tout ce dont les gens ont besoin, c'est la capacité à convaincre les banquiers de leur donner l'argent qu'il faut pour acheter. La plupart des millionnaires de l'immobilier ont commencé avec des sommes dérisoires. Robert Kiyosaki, qu'on connaît tous, a commencé avec 2 500 $. Le jeune avec la Ferrari a commencé avec ses économies de 7 500 euros. Voici comment font ces millionnaires pour convaincre les banquiers de leur prêter de l'argent qu'il faut. Et c'est notre deuxième point, le potentiel de cash flow positif. Tous les biens immobiliers, sans aucune exception, génèrent des loyers mensuels. C'est la base, c'est leur essence. Les gens avaient, ont et auront toujours besoin d'un endroit pour vivre. Et pour ça, ils sont prêts à vous payer des loyers tous les mois
pour vivre chez vous. Vous savez combien coûte le prix d'un mètre carré dans la plus chère avenue de New York? Plus de 35 000 € le mètre carré. C'est-à-dire que si vous voulez acheter un appartement de 30 mètres carrés sur cette rue, vous devez payer plus d'1 million d'euros. Et même pour ça, vous aurez des locataires qui sont prêts à vous payer le loyer qu'il faut. Mais attention, tous les loyers ne sont pas forcément des cash flows positifs. Il y a des gens qui font cette erreur monumentale de confondre les loyers et cash flow positif. Le loyer, c'est ce que vous percevez tous les mois. Le cash flow positif, c'est l'argent qui reste après avoir déduit des loyers, toutes vos dépenses allant de l'entretien, des travaux s'il y en a, en passant par les mensualités que vous devez à la banque en raison de l'emprunt, jusqu'aux taxes et cotisations. Si vous avez déduit des loyers, toutes ces dépenses et qu'il vous reste encore quelque chose, cet argent est ce que l'on appelle le cash flow positif. Beaucoup de rentiers se sont aperçus que s'ils louaient leurs biens, avec le système de location traditionnel, ils auront des marges très faibles. Voici la solution qu'ils ont trouvée. Louer le bien en courte durée sur des sites comme Airbnb. Et c'est comme ça qu'ils augmentent leur loyer tous les mois pour augmenter la chance d'avoir un cash flow positif. Mais si vous pouvez générer un cash flow positif tous les mois avec le système de location traditionnel, toutes les banques seraient prêtes à travailler avec vous. Parce qu'en réalité, elles aussi recherchent les gens à qui elles veulent prêter de l'argent. Parce qu'en le faisant, elles investissent avec vous sur la propriété. Vous gagnez, elles aussi, gagnent du fait des intérêts qu'elles perçoivent. Et si vous leur montrez que vous savez ce que vous faites avec la propriété, elles vous ouvrent le robinet d'argent et vous donnent tout ce dont vous avez besoin. Troisième point, l'appréciation de la valeur. La valeur des propriétés peut augmenter au fil du temps, ce qui peut générer un retour sur investissement très important. L'appréciation de la valeur immobilière est un processus par lequel la valeur d'une propriété augmente au fil du temps, en raison des facteurs tels que l'inflation, les améliorations apportées à la propriété, la croissance économique et la demande accrue du bien immobilier. Très peu d'investisseurs recherchent forcément l'appréciation de la valeur d'un bien immobilier. Ce n'est pas la chose principalement recherchée. Ils ne cherchent que le cash flow positif. La banque elle-même se fiche si le bien que vous voulez acheter prenne ou non de la valeur sur le temps. Elles veulent simplement savoir si vous pouvez rembourser son argent tous les mois. Mais l'appréciation de la valeur, c'est un produit subséquent. Et ça vient naturellement, que l'on veuille ou non, en raison des éléments tels que l'inflation et la croissance économique. Le milliardaire Michael Saylor racontait qu'il avait acheté une maison à Miami Beach en 2012 pour 14 millions de dollars. La personne qui l'avait avant lui l'avait acheté en 1930 pour 100 000 dollars. Vous savez combien ça vaut aujourd'hui? 50 millions de dollars. C'est ça l'appréciation de la valeur pour un bien immobilier. Il y a énormément de facteurs qui influencent l'appréciation d'un bien immobilier. Vous avez l'emplacement, qui est très important car une propriété située dans une zone en pleine croissance économique ou à proximité de commodités, telles que des magasins, les écoles et les centres de transport, peuvent être plus susceptibles d'apprécier en valeur au fil du temps. Ensuite, les améliorations. Les améliorations apportées à une propriété, telles que des rénovations, peuvent augmenter sa valeur. Après quoi, vous avez les conditions économiques. La stabilité économique générale peut influencer la demande pour les propriétés immobilières et par conséquent leur valeur. Ensuite, vous avez les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt peuvent affecter la demande pour les propriétés car ils peuvent influencer le coût d'emprunt pour les acheteurs potentiels. Et enfin, vous avez un autre facteur qui est la demande locative. La demande pour les propriétés locatives peut influencer la valeur des propriétés, puisque plus il y a de demandes pour les propriétés locatives, plus les propriétaires peuvent demander de loyers élevés. Bien évidemment, des événements comme la crise économique de 2008 se produisent et les prix baissent parfois beaucoup. Mais au fil du temps, les prix ont tendance à augmenter. Tant que vous pouvez conserver une propriété assez longtemps, vous devriez toujours voir une appréciation. Tant que je fais du cash flow positif, je peux le garder aussi longtemps que nécessaire, en attendant que la propriété prenne de la valeur. Le quatrième point est le noyau central et tous les millionnaires de l'immobilier en profitent comme pas possible, et ce sont les avantages fiscaux. Quand j'ai entendu pour la première fois qu'avec l'immobilier, vous ne payez pas d'impôts, je disais que c'était une blague. Mais ensuite, j'ai vu des gourous de l'immobilier comme Donald Trump qui ne paient pas d'impôts, et je me suis mis à chercher comment. En effet, les propriétaires de biens immobiliers peuvent souvent déduire de leurs revenus imposables certaines dépenses liées à la propriété, telles que les intérêts d'emprunt et les dépenses de maintenance. C'est ce que dit avec fierté Robert Kiyosaki quand il a fait savoir que les riches ne payent pas d'impôts.
Mais si les règles fiscales peuvent varier en fonction du pays et du type de propriété, on peut observer les points communs suivants sur la déduction d'impôts de certaines dépenses. Les intérêts d'emprunt. Les intérêts payés sur un prêt immobilier peuvent être déduits de votre revenu imposable. Cela peut être particulièrement avantageux pour les propriétaires qui ont un taux d'intérêt élevé sur leur prêt immobilier. Supposons que vous avez acheté une propriété pour 500 000 € et que vous ayez un prêt immobilier de 400 000 € à un taux d'intérêt de 4% par an. Au cours de l'année, vous payerez 16 000 € d'intérêt sur votre prêt immobilier. Vous pouvez déduire ces intérêts de votre revenu imposable, ce qui peut réduire considérablement votre facture fiscale pour l'année. Ensuite, les dépenses de maintenance. Les dépenses de maintenance telles que les réparations, les améliorations et les frais de nettoyage peuvent également être déduites de votre revenu imposable. Après quoi, les frais de location. Les propriétaires de biens immobiliers locatifs peuvent déduire les frais liés à la location tels que les frais de publicité, les frais d'agence et les frais de réparation. Supposons que vous ayez dépensé 12 000 € en réparation et amélioration pour votre propriété au cours de l'année. Vous pouvez déduire ces dépenses de votre revenu imposable, ce qui peut effectivement réduire votre facture fiscale pour l'année en cours. Et enfin, les dépenses de dépréciation. Les propriétaires de biens immobiliers locatifs peuvent déduire la dépréciation de leur propriété au fil du temps. Supposons que vous ayez dépensé 1 000 € en frais de publicité et en frais d'agence pour trouver un locataire pour votre propriété locative. Vous pouvez déduire ces dépenses de votre revenu imposable, ce qui peut également réduire votre facture fiscale pour l'année. Admettons ici que vous ayez acheté une propriété locative pour 500 000 € et que la dépréciation annuelle soit de 5%. Vous pouvez déduire 25 000 €, 500 000 fois 5%, de votre revenu imposable pour l'année. Si vous gagnez 100 000 € grâce à l'immobilier et que votre ami gagne 100 000 € grâce à son travail ou à son entreprise qu'il possède, qui, à votre avis, garderait le plus d'argent après impôt? Vous, évidemment. Et ce à cause des déductions d'impôts que vous pouvez faire grâce à l'immobilier. Voici un autre exemple donné par un expert dans l'immobilier qui va bouleverser votre cerveau. Disons que vous avez acheté une maison pour la louer. Vous avez peut-être versé un acompte de 20% ou trouvé un moyen plus créatif de la financer. Et vous êtes en mesure de le faire sans apport personnel, ce qui est, soit dit en passant, tout à fait possible. Vous avez acheté la maison pour 100 000 € et vous avez versé un acompte de 20%. Et même l'acompte, vous l'avez pris chez quelqu'un d'autre. Ce qui signifie que vous vous retrouvez avec un prêt ou un crédit hypothécaire de 80 000 €. Disons également que le bien que vous avez acheté a un cash flow positif et que chaque mois, vous avez 200 € en bénéfice. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, vous avez 2 400 €. Vous n'êtes pas encore millionnaire, mais regardez ce qui se passe après. Pendant ce temps, le solde de votre prêt qui est de 80 000 € continue de baisser parce que vous continuez de payer la banque. Mais la propriété qui ne valait que 100 000 € continue de gagner en appréciation. Après un an, elle a une appréciation de 3%. Elle vaut maintenant 103 000 €. Maintenant, faisons la somme de tout cela. Vous avez les 3 000 € d'appréciation, plus les 2 400 € de cash flow. On aura 5 400 €. Donc en réalité, dès la première année, vous avez 5 400 €, alors que vous n'avez rien investi de votre propre argent. Et donc, vous remboursez de plus en plus vite le prêt et la valeur de la propriété augmente également. Le prêt qui était de 80 000 € diminue également chaque année. Au bout de 10 ans, la propriété vaut environ 130 000 € et vous avez fait chaque année l'équivalent de 2 400 € de cash flow positif. Tout ça à partir de rien. C'est pour ça que les millionnaires rentiers considèrent l'immobilier comme un jeu à long terme. Les propriétés immobilières sont souvent utilisées à long terme, ce qui peut générer un retour sur investissement sur de nombreuses années. Et ce processus peut se répéter maintes et maintes fois. Vous pouvez acheter des biens beaucoup plus chers, facturer des loyers importants et tirer des cash flows positifs énormes. Cinquième point, et c'est la raison pour laquelle les millionnaires préfèrent l'immobilier à n'importe quel autre investissement, l'immobilier, contrairement aux autres investissements, présente moins de risques et donne une stabilité sur le long terme. Je m'explique. Les gens ont toujours besoin d'un endroit pour vivre. La demande pour les logements est toujours constante. Et grâce à cette demande constante, l'investissement immobilier peut offrir une source de revenus stable et à long terme, même pendant les conditions et les périodes économiques les plus difficiles. Si vous le comparez aux autres investissements tels que les bitcoins ou les actions boursières, il est très peu volatile, car les actions ou le bitcoin peuvent faire des mouvements brusques et soudains et vous font perdre tout votre investissement. Dans le marché immobilier, les fluctuations sont plus lentes que les autres marchés.
Par exemple, le marché immobilier peut fluctuer de 2 à 3% par an, alors que le marché boursier peut fluctuer de 10 à 20% dans une seule année. Cela contribue à rendre l'investissement immobilier plus attrayant pour les investisseurs qui cherchent à construire un portefeuille de placement stable à long terme. Et les millionnaires savent que l'immobilier est un véhicule de diversification très puissant, parce qu'il permet de répartir les investissements sur différentes classes d'actifs. La performance de l'investissement immobilier peut être différente de celle des actions et des obligations, ce qui peut réduire le risque global en cas de baisse du marché. Par exemple, si le marché boursier est en baisse, les propriétés immobilières peuvent encore être louées et générer des revenus, ce qui peut aider à atténuer les pertes dans le portefeuille. Donc, si vous comptez investir dans l'immobilier, lancez-vous. Regardez cette vidéo plusieurs fois et si elle vous a aidé de quelconque manière, likez-la pour que YouTube la recommande à d'autres personnes. Merci à vous.